Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. C'est parti pour 45 minutes. Et donc pour cette émission du lundi 24 septembre, je recevrai Éric Fournier, le maire de Chamonix-Mont-Blanc. Ce sera ensuite le moment d'accueillir Vincent Poirier de BDFU qui sera accompagné de Mademoiselle Caroline et comme chaque lundi, la page des sports. Focus ce soir sur Annemasse Basket Club. Mais avant tout cela, les titres du journal de la rédaction avec toi Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Alors, on va commencer ce journal avec un reportage d'Emmanuel Jaude sur la sécheresse qui continue encore et encore. Oui, tout à fait. On parle donc de cet épisode de sécheresse qui bat des records en Haute-Savoie. Les services de l'État faisaient le point cet après-midi sur cette saison estivale particulièrement difficile. Et Emmanuel Jaude a pu recueillir le témoignage notamment des agriculteurs. Et puis le canton de Genève qui s'engage pour tenter d'améliorer sa mobilité. Tout à fait. Donc, le Conseil d'État présentait ce matin son plan pour la mobilité, donc des projets pour les 5 ans à venir qui sont très ambitieux et qui visent à changer les habitudes et à faciliter la circulation au cœur de la capitale du canton. Merci Victoria. Tu bouges pas, on continue, on va enchaîner avec la revue de presse. Tu as trouvé un article qui fait un peu froid dans le dos, une alerte aux punaises de lit en Savoie. Oui, tout à fait. C'est une information que j'ai lue sur le site de France Bleu Pays de Savoie. 340 élèves internes du lycée Louis-Armand à Chambéry-le-Haut doivent trouver un logement pendant le traitement de leur internat qui a été infesté de punaises de lit. Dans cet article paru hier, on apprend que 2 des 4 bâtiments de l'internat sont concernés et donc par mesure de sécurité, la totalité de l'internat est fermée depuis vendredi. Et le lycée Louis-Armand appelle à la solidarité des familles chambériennes pour pouvoir loger ces lycéens pendant une semaine à 15 jours. Et puis la nouvelle Miss France sera peut-être Maëva Bianco. Peut-être. Oui, tout à fait. Elle a été élue en tout cas Miss Pays de Savoie. L'élection s'est déroulée hier à Thônes. Elle a 20 ans, elle est originaire de Versonnet dans le pays de Gex. Elle est éducatrice pour jeunes enfants et elle représentera donc les 2 départements lors de l'élection Miss Rhône-Alpes le 21 octobre à Montélimar. Et puis, tu nous parles, toi, Seb, on retourne avec toi du côté de Chambéry pour parler d'une question de voisinage. Oui, c'est-à-dire sur le site de nos confrères de France Bleu Pays de Savoie, Chambéry va tester le dispositif de vigilance citoyenne dans 5 quartiers de la ville, Bissy, Chantemerle, Lacassine, Chambéry-le-Vieux et au Faubourg Montmélian. Alors le principe, c'est simple, ce sont des habitants volontaires qui seront donc en contact avec la police pour surveiller le voisinage et renforcer leur propre sécurité. C'est un dispositif qui, selon les études, selon les résultats, qui existe déjà, permettrait de réduire le nombre de cambriolages et d'incivilités. Chaque quartier aura un référent qui se chargera donc de contacter les services de secours. Cette vigilance citoyenne ne fait pourtant pas l'unanimité chez les habitants de ces quartiers concernés. Mais Michel Dantin, le maire de Chambéry, a d'ores et déjà déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une milice de la ville. Dernier point, le dispositif entrera en vigueur au mois d'octobre et ça durera 1 an. Merci Victoria. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et je suis en ligne avec monsieur Jacques Machecourt. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Alors, bonjour Jacques Machecourt, vous êtes donc le président de la Fédération française de cardiologie des Alpes. Et ce mercredi 26 septembre a lieu la Journée mondiale du cœur. En quoi consiste cette manifestation très précisément? Bonjour à tous. Donc la Journée mondiale du cœur est une manifestation organisée par l'Organisation mondiale de la santé et reprise au niveau français par la Fédération française de cardiologie. La Fédération française de cardiologie est une association grand public de lutte contre les maladies cardiovasculaires et de prévention des maladies cardiovasculaires. C'est en effet, il faut savoir que si les accidents de la route tuent de 2 à 3 000 personnes par an, les maladies cardiaques, c'est 200 personnes par jour. Or, certains de ces décès sont évitables parce que le principal facteur de déclenchement des maladies cardiovasculaires, c'est l'athérome, c'est-à-dire le dépôt de graisse et de cholestérol sur les artères, que ce soit les artères du cœur, les artères du cerveau. Et ce dépôt, cet engraissement des artères est consécutif aux facteurs de risque cardiovasculaire qui favorisent cet engraissement. Alors justement, de lutter contre ces facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour bien prendre soin de notre cœur? Des choses qu'on peut faire chez soi par hasard? Tout à fait, il faut lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, je vais les citer. Le premier, c'est la cigarette. Donc, premier conseil, ne pas fumer. Deuxième conseil, jamais la première cigarette pour les ados. Le deuxième facteur de risque en importance, c'est l'obésité, les erreurs diététiques qui entraînent
surcharge pondérale, diabète, dyslipidémie, excès de cholestérol. Donc une alimentation saine et équilibrée est le deuxième conseil à donner. Le troisième facteur cardiovasculaire de risque, c'est la sédentarité. Cette sédentarité qui touche beaucoup nos adolescents maintenant. Et lutter contre la sédentarité en faisant une activité physique régulière est une manière de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaires. Il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, la pollution atmosphérique qui a une certaine importance dans nos régions. On va en parler. Et d'autres facteurs comme le stress. Merci beaucoup, Jacques Machecourt. Bon courage pour cette journée du 26, journée mondiale du cœur. J'aurais juste voulu rajouter que cette journée est divisée en 3 parties. Une partie, ce sont des ateliers au service de la détection pour les sujets, pour les gens qui viendront. La deuxième partie, c'est une marche qui sera faite grâce à Christophe Lemaître qui nous accompagnera à 15h au départ donc, du Palais des Congrès d'Aix-les-Bains. Et la troisième partie, ce sera des conférences le soir de 18h à 19h30, l'une sur le cœur de femme, puisque la femme est vraiment un sujet extrêmement important de préoccupation pour l'état cardiovasculaire, et l'autre, bien local, sur les bienfaits de la balnéothérapie pour le cœur. C'est noté, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Éric Fournier, je vous invite à vous installer pour cette rubrique dans l'actu. Éric Fournier, bonsoir. Bonsoir. Donc je rappelle, vous êtes le maire de Chamonix-Mont-Blanc. J'ai choisi d'appeler cette interview « Le Mont-Blanc dans tous ses états ». Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, peut-être... Un peu plus que... On en a beaucoup parlé. Après, justement, dans tous ces états, c'est bien de mettre un pluriel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions ces temps-ci sur le Mont-Blanc et sur la gestion également de l'alpinisme. Beaucoup de choses également sur le réchauffement climatique. Je trouve qu'on n'en a peut-être pas assez parlé. Une des grosses difficultés que nous avons, c'est d'adapter effectivement nos pratiques. Et bien, à ce réchauffement climatique, on constate encore plus, évidemment, dans les Alpes et dans les secteurs montagneux. Je rappelle que, alors qu'on a connu un réchauffement depuis 1930 de 0,8 degrés en plaine, c'est plus de 2 degrés en montagne. Ça change les pratiques, ça change la mentalité, ça change nos relations qu'on a, les relations qu'on a avec les guides. Là, je vois, vous avez dans votre bibliothèque des livres de la collection Guérin, Walter Bonatti, on voit des gens et oui, il va falloir revisiter ça et montrer qu'on sait s'adapter. Alors on va bien évidemment parler de ce fameux permis nécessaire à partir de 2019 pour l'ascension du Mont Blanc par la voie royale. Question assez cash, bonne ou mauvaise idée selon vous? Moi je crois qu'il y a un vrai problème, il faut le constater, et là-dessus tout le monde se le dit, incivilité, il y a des incivilités. Les gens qui vont au Mont Blanc, c'est malheureusement, pour un certain nombre d'entre eux, on a trop banalisé cette voie, et finalement cette voie n'est plus une voie d'alpiniste, c'est une voie de personnes qui viennent, grand public. Il fallait déjà se poser cette question-là. Est-ce qu'il fallait reconstruire, je vois les images qui défilent avec le refuge du goûter, fallait-il reconstruire de cette manière-là? Fallait-il banaliser l'itinéraire? Fallait-il l'équiper? La réponse probablement à ces questions, c'est souvent non. Donc maintenant, effectivement, se poser la question de la fréquentation, c'est une vraie question. Répondre à une question d'incivilité par un permis, est-ce une bonne réponse? Moi, ce que je dis en tout état de cause, c'est que nous devons considérer qu'une montagne, il y a plusieurs versants, et faire en sorte qu'on ait une analyse qui soit globale. Et puis, effectivement, on est davantage confronté à un problème d'incivilité, de manque de culture montagnarde, que réellement un problème lié à la gestion de la fréquentation. Je rappelle que seule la voie normale du Mont Blanc, l'accès depuis Saint-Gervais, en clair, donne lieu, à l'heure actuelle, à une fréquentation importante. Pour le reste de la haute montagne, on est plutôt réchauffement climatique aidant, malheureusement, sur des baisses de fréquentation. Les statistiques dans les autres refuges du massif du Mont Blanc le montrent assez clairement. Quelle peut être la solution, du coup, selon vous? Je crois qu'il faut, moi c'est ce que j'ai dit au préfet de la Haute-Savoie, il faut qu'il y ait un dialogue qu'on avait initié d'ailleurs avec l'Espace Mont Blanc, qui réunisse l'ensemble des parties prenantes et qui fasse en sorte qu'on arrive à... D'abord, il faut poursuivre l'information et la prévention, on ne peut pas s'en passer. Qu'ensuite, on soit sur une régulation qui considère les capacités réelles des refuges. C'est évident. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord. Par contre, il faut vraiment faire attention à la voie de la réglementation et à la voie de la réglementation qui mettrait un gendarme derrière chaque rocher, parce que là, on n'en aura pas fini. Et je crains vraiment les conséquences que cela aura pour à la fois la pratique de l'alpinisme, qui est un espace de liberté et de responsabilité, les deux allant de pair. Et puis je crois notre avenir à tous dans le massif du Mont Blanc. Vous n'êtes donc pas certain que ce nouveau permis règle les choses du jour au lendemain?
Je pense qu'on réglera un problème quantitatif peut-être. Un problème quant à la sécurité, j'en doute vraiment. Passons à un autre sujet, à propos de la vallée du Mont-Blanc, la pollution. Au début du mois, Nicolas Hulot a démissionné de son poste de ministre de la Transition énergétique. Vous avez le sentiment d'avoir perdu un allié? Absolument, absolument et résolument. Nicolas Hulot était d'abord quelqu'un dont la sincérité était évidente, quelqu'un qui connaissait très bien ses dossiers et quelqu'un qui pouvait nous aider. Et je pense que finalement, sa démission doit être interprétée comme le signe des difficultés qu'on a apportées au niveau national, ces grands enjeux du réchauffement climatique, de la transition énergétique. Moi, je le regrette, c'est quelqu'un que j'appréciais. Maintenant, on va travailler avec nos nouveaux interlocuteurs, hein, mais je rappelle qu'on est à presque un an maintenant de la visite des 3 ministres, ministre de la Santé. Septembre. Voilà, et oui, il y a un an. Il y a un an. Que s'est-il passé? Je crois que Nicolas Hulot a cherché à faire des choses. Il va falloir qu'on ait des signes et que ces signes arrivent rapidement, notamment sur le volet transport du plan de protection de l'atmosphère. Nos voies ferroviaires dans la vallée de l'Arve doivent être rénovées. Il faut absolument, et la région a mis, je prends ma casquette région un instant, a mis de l'argent sur ce terrain-là, 42 millions d'euros qui viennent d'être décidés en juin. Donc il convient que l'État maintenant prenne également sa part de responsabilité sur cette affaire. Récemment, donc, transition, récemment, en compagnie d'autres présidents de communautés de communes, vous avez clairement montré votre opposition au deuxième volet de ce PPA. Qu'est-ce qui vous gêne? En fait, on veut être pour le PPA parce qu'on est. Mais pas sous cette forme-là. Mais en tout cas, on en demande plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement dans le plan de protection de l'atmosphère de dire aux collectivités faites ci, faites ça. Je crois que chacun a sa part de responsabilité, je le disais, notamment sur le volet transport collectif et puis sur le volet qui est lié à l'industrie. Il y a encore un travail à faire sur un certain nombre d'établissements industriels. Et puis également, évidemment, sur le problème des combustions liées au mode de chauffage. Ces 3 volets doivent être traités ensemble. Pas un seulement, pas 2, les 3 ensemble, si on veut améliorer la situation. Les collectivités, les communautés de communes, la région, le département ont répondu présent. Simplement, maintenant, on veut, nous, des retours. On veut une lisibilité. Il ne s'agit pas simplement de mettre du pansement. Il s'agit aussi d'anticiper. Vous voulez du concret? On veut du concret, et puis on veut le report modal. Le rapport modal de la route vers le rail. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on en parle. Aucun signe. L'autoroute ferroviaire alpine, on pourrait passer rapidement de 30 000 à 400 000 poids lourds par an qui transiteraient par le mode ferroviaire. C'est coincé pour des petites choses, des histoires juridiques, des trucs. C'est incompréhensible, ça. Donc, effectivement, le ministère des Transports, le ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie doivent nous donner des réponses sur ces sujets-là. On veut faire ce PPA2 résolument, tous ensemble, mais on veut le faire et que ça ne soit pas de la poudre aux yeux. Il faut que ce problème, on n'en parle plus dans 3 ans. Et si on veut ne plus en parler dans 3 ans, il faut traiter ces 3 problèmes simultanément. Je suis persuadé qu'on peut le faire. Et notre coup de gueule, parce que ça en est un, avec les présidents de communautés de communes, doit être interprété comme une volonté d'avancer, pas comme une volonté de freiner. Dernière chose, la compagnie du Mont-Blanc n'a pas été épargnée par les soucis ces derniers temps. Panne, incendie. Vous, en tant que maire de Chamonix-Mont-Blanc, ça doit vous toucher un petit peu? Ça nous touche énormément. C'est une véritable série noire? Ça nous touche énormément parce que les remontées mécaniques, c'est un élément de notre patrimoine. Et quand on est dans une vallée alpine, on a vu ces remontées se construire. Elles sont construites avec l'économie, avec les gens, avec le pays. Donc ça nous touche. Et quand on voit un téléphérique effectivement affecté et partir en fumée, c'est terrible. Il faut maintenant qu'on montre la capacité qu'on a, dès la saison d'hiver prochaine, avec l'ensemble des acteurs, à offrir à nos touristes des solutions différentes et évidemment finalement à profiter de cette crise pour refaire encore en mieux, en plus qualitatif, en plus respectueux encore de l'environnement, en plus qualitatif. Donc c'est à cela, on s'attelle à ça avec l'ensemble des acteurs, avec la compagnie Mont-Blanc, avec les guides, avec les moniteurs de ski, avec l'ensemble des partenaires et des socioprofessionnels. Donc on n'abandonne pas, même c'est vrai que le coup a été rude. On espère déjà vivement que l'Aiguille du Midi pourra rouvrir dès la fin du mois de décembre. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Il faut. D'ailleurs, quand on est montagnard, il faut résolument qu'on soit optimiste. Et puis, vous savez la différence entre les optimistes et les pessimistes? Ils vivent la même vie, sauf qu'ils la vivent beaucoup mieux. Bien dit. Merci beaucoup, Éric Fournier. Merci. À bientôt. Merci. Allez, on continue le déroulé de cette émission avec la rubrique Dans ma bulle. Et j'accueille 2 personnes. On a l'habitude avec Vincent Poirier. Vincent, bonsoir. Bonsoir.
Tu es venue accompagnée ce soir, Mais oui, accompagnée par Mademoiselle Caroline. elle-même. Est-ce que tu peux nous présenter ton invitée, Ah bah, pour ceux qui ne la connaissent pas? déjà, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas? Je Peut-être. m'étonnerais, Pas mais beaucoup. au cas où, Caroline, ex-parisienne dans ses études et locale dans nos montagnes Ouais. désormais, mais surtout dessinatrice pleine d'humour, mais aussi pleine de bon sens sur la vie, et notamment la sienne pour son dernier album, puisque son dernier album qui sort cette semaine, Ce mercredi, ce mercredi, Ma En vie avant-première. d'artiste, ma vie d'artiste. elle raconte tout. Mademoiselle Caroline, ça veut tout dire, ce titre, ma vie d'artiste. Ouais. C'est quoi? C'est ce besoin de... C'est venu de réflexions que j'avais en salon, de gens qui venaient me voir, de dédicaces, et qui avaient une idée complètement fausse du métier et une idée complètement fausse de moi aussi. Parce que je raconte ce que je veux forcément, sans trop me dévoiler ou quoi, ou je donne une idée fausse. Et je voulais expliquer vraiment ce qui se passait quand on est autrice de BD, qu'on fait des salons, qu'on a un éditeur, comment on gagne sa vie. Parce que sous prétexte qu'on passe à la télé ou qu'on a des articles dans les journaux, les gens vous imaginent richissimes, par exemple. Voilà, je voulais expliquer ce qui se passait vraiment. Vous conseilleriez la vie d'artiste? Je conseillerais si on est vraiment, vraiment passionné, si on a ça en soi. Si on s'imagine que c'est un truc super cool et facile, non. Hors de question. Vincent, c'est quoi l'univers de Mademoiselle Caroline? Bah c'est elle, son univers en fait. Hein. Tout tourne un petit peu autour d'elle moi. directement. Hein. Bon, on connaît son blog, enfin beaucoup peuvent connaître son blog évidemment, mais même dans ses bandes dessinées, sa première bande dessinée s'appelait Enceinte, c'était le journal de sa grossesse. Oui, c'est Puis, très autobiographique. Maman, Ouais. et Après, il y a eu ses Quitter trois Paris. enfants. Oui, Voilà. Comment elle s'est installée dans notre région. voilà. Et Et parce depuis, que- il y a eu une expansion démographique incroyable. Hein. Tout le monde a suivi. Non, mais c'est des histoires super banales, en fait. C'est à la fois banal et universel. Et je me disais que, en fait, enceinte, c'est parti de ça, c'est que je ne supportais pas d'être enceinte. J'ai détesté ça. Alors qu'il fallait aimer ça. Et je Et me ce suis dit, il y a besoin de- forcément d'autres femmes qui ressentent ça et qui se sentent aussi prises au piège que moi. Donc faisons un album. Pareil pour la dépression. Sachant pardon, que ce n'est pas un album enceinte qui laisse montrer qu'elle a détesté être enceinte. Par contre, elle Non. raconte tout le Les quotidien. désagréments. Donc, ce n'est pas pour déculpabiliser d'être enfin, de ne pas aimer être enceinte ou quoi que ce soit. C'est par contre, ça permet pour chacun de s'y reconnaître. Et y compris moi, hein, en tant que futur père, quand j'ai lu Enceinte, j'ai tout retrouvé. C'est pas que pour les lectrices, Mademoiselle Caroline. Tu l'as lu, ma vie d'artiste? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, que c'était fabuleux parce qu'on a... Bon, alors déjà, le traitement est fabuleux. En fait, dans sa façon de raconter, elle va adapter son dessin à la période graphique du moment où ça se passe. Alors, il y a des prouesses presque, j'ai envie de dire, graphiques qui permettent effectivement de faire ça. Donc ça, déjà, c'est très chouette. Mais ce qui est pour moi formidable dans cette lecture-là, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs après l'avoir lu, c'est que pour moi, c'est un livre essentiel. Qu'on soit professionnel dans le monde du livre, que ce soit éditeur, que ce soit libraire, organisateur de salons, que ce soit auteur directement, ou qu'on soit justement de l'autre côté de la barrière, le lecteur et presque plus encore le fan de dédicace, je pense qu'il y a vraiment 2-3 choses à comprendre et en plus on passe un formidable moment de lecture. Donc c'est apprendre en s'amusant, mais pas que, c'est aussi un récit intime, c'est un récit touchant, c'est un récit plein de générosité, enfin Caroline, quoi. Pour en revenir à votre migration ici en Haute-Savoie depuis maintenant une vingtaine d'années, Ouais. qu'est-ce qui vous plaît ici? Oh, tout. Tout ce C'est qui me inspirant, manquait à c'est un Paris. territoire qui vous inspire? Mais j'ai toujours aimé En fait, je viens ici depuis que je suis toute petite en vacances au début. Et je suis une passionnée de montagne. J'adore la montagne, j'adore skier, j'adore me balader, faire de l'escalade, tout ça. Et j'habite vraiment au fin fond d'une vallée, en haut de Manigot. Je suis seule. Voilà. C'est ce qui vous plaît? Je suis seule, il y a des chèvres, il y a des renards, il n'y a rien d'autre. Il y a un torrent qui passe et ça, c'est génial. Voilà. On sent le côté authentique? Ah non, malgré... Puis c'est vrai, hein, moi j'ai vu, hein, c'est pour de vrai. Hein. Moi, je suis reparti, moi, par contre. Mais... Un mot sur une autre signature de prévue? Eh ben, en fait, Caroline déjà celle-là. viendra dédicacer le 9 novembre et elle viendra pas seule. Je suis très content, effectivement, de pouvoir l'annoncer en exclusivité sur la Lutte Mont-Blanc. Matou, qui est une dessinatrice qui est aussi très célèbre pour son blog, sortira en même temps que Caroline et puis Colette, qui sort mercredi, et elles seront toutes les deux
à la librairie BD Fugue Café le 9 novembre. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de projets là pour les années à venir, les mois. Oui, il y a une BD là en préparation à nouveau sur l'histoire d'une femme qui se prend l'adolescence de sa fille en pleine poire. Ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ce qui arrive à beaucoup de personnes. Alors là, c'est pas mon histoire, c'est pas moi qui l'écris, c'est une amie à moi qui s'appelle Marie Donzelli, qui a tenu le journal de l'adolescence de sa fille. En fait, elle notait toutes les petites anecdotes, tous les trucs un peu bizarres, chelous, relous qui pouvaient lui arriver. Donc on va en faire une histoire. C'est pas une BD sur l'adolescence, c'est vraiment l'histoire de cette femme. Probablement aussi une BD sur le rugby, parce que je pratique le rugby à Thônes. D'ailleurs, on recrute les filles, si jamais vous avez envie de tester le ballon ovale. Et j'en ferai bien une BD aussi, ouais. Parce qu'il y a aussi là aussi beaucoup de choses à dire. J'imagine. C'est peut-être ça qui fait que ça marche, Mademoiselle Carune, des choses que tout le monde peut vivre. Oui, on Des peut. Monsieur et Madame tout le monde. On Ouais. s'identifie, Ils on se se reconnaît Ouais. ou on reconnaît des gens. Enfin, tout est crédible, réel, et en même temps, on finit avec le sourire. Et c'est extrêmement bien raconté. C'est la force aussi de Caroline, c'est qu'elle est assez autodidacte pour la BD, pas pour le dessin, pour la BD, mais elle a une façon de nous immerger dedans. On est pris, on y croit et on le vit pleinement, donc c'est pas tant pour ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue. Bravo. Et puis, Ouais, merci. à très bientôt. Merci. On rappelle donc le 9 novembre 9 novembre, pour les dédicaces. hein, t'oublies pas. J'oublie pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On est lundi, c'est Place au sport avec ma virgule consacrée pour cette rubrique au sport. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir, vous pouvez rentrer, n'hésitez pas, Natacha Prévost et Martina Crudiela. Allez-y, installez-vous sur le canapé. Alors Natacha, vous pouvez prendre le micro que ça se trouve ici. On va parler basket ce soir avec le Annemasse Basket Club. Déjà, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Alors je disais, donc l'ABC 74 vient de débuter une saison historique puisque vous évoluez en National 1, donc la 3e division, pour la toute première fois de l'histoire du club. Oui, bonsoir. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Effectivement, c'est la première fois de l'histoire d'Annemasse. Et puis, je pense que dans le département, on est un peu le seul club qui évolue à ce niveau, oui. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Qu'est-ce que ça représente, justement, pour un club comme le vôtre, d'être arrivé aussi haut dans la hiérarchie ? Qu'est-ce que ça représente? C'est des années de travail, donc beaucoup de fierté. Nous avons quelqu'un qui maintenant il n'est plus dans le club mais qui nous a porté jusqu'ici, c'était Omar Djerbi. Donc tout ça on le doit à lui. Et puis aussi Monique Palais qui était l'ancienne présidente qui a travaillé dur pendant des années. Donc c'est une grande fierté pour toute la ville et puis je pense pour toutes les autres personnes dans le département, je pense. Martina, même question, quand on est joueuse, quand on arrive à ce niveau, j'imagine qu'il y a beaucoup de fierté, on se dit, bah voilà, c'est peut-être pour ça qu'on fait du sport. Oui, c'est ça. On avait une saison vraiment grande l'année dernière. Au début, on n'a pas pensé d'arriver jusqu'ici parce qu'on n'était pas nombreuses sur l'équipe. Mais après, c'était les playoffs. Ça allait vraiment vite à la fin. Et on est arrivé ici. Et C'était presque une surprise en fait. C'était inattendu. L'objectif premier, c'était de se maintenir en National 2. C'est bien fait. Et puis avec le travail, le sacrifice, l'acharnement et tout ça. Et puis peut-être un peu de chance aussi. Ça en fait partie, Voilà. mais ça se provoque. Et voilà. Et donc on est arrivé là, petit à petit. On est dans quel état d'esprit quand on commence une saison à ce haut niveau ? Bon, pour être très honnête, pas très serein. Déjà financièrement, c'est très difficile, c'est un autre budget. On doit avoir le plus petit budget du championnat, je pense. Et puis, dans le coin, on n'a pas beaucoup de filles qui puissent jouer à ce niveau-là. Donc, on doit recruter et tout ça. On doit faire venir des filles qui viennent d'ailleurs, donc il faut les aider et tout. Et puis, pas très serein, mais on est là, donc on va s'accrocher et puis on va essayer de survivre dans ce grand monde qu'on ne connaît pas. Alors, sportivement, on peut dire que pour l'instant, les débuts sont pas mal, puisqu'il y a eu 2 matchs, une défaite, un petit peu compliqué la première journée, et puis une victoire ce week-end à Annemasse, à domicile, à la Maison des Sports, contre Villeurbanne, avec un scénario assez incroyable, parce que je crois que ça s'est joué dans les dernières secondes. Oui, c'était pas un match facile. Pour les supporters surtout. Oui.
Euh, on n'a pas bien commencé les matchs, mais c'était une bonne équipe. Ils ont été vraiment à droite avec les tirs. Mais puis le deuxième mi-temps, on s'accrochait. Ouais, c'était une bonne victoire pour le club. Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, vous avez déjà assimilé les caractéristiques du championnat, ou il va falloir encore du temps pour vraiment se dire rentrer prendre le rythme? Je crois qu'on a vu les deux équipes. On a joué des matchs amicaux aussi, mais c'est pas pareil. Mais on a vu les deux équipes qui ont été fortes. Et là, maintenant, je crois, on sait qu'est-ce qui nous attend dans le championnat. Je crois, ouais, on est prêt à jouer. Natacha, quelles sont les principales différences, je parle plus d'un point de vue structurel, qui existe entre National 2 et la National 1? J'imagine qu'il y a un gouffre. Oui. Déjà, vous avez parlé des finances, mais il y a, oui. j'imagine, autre. Il y a aussi le niveau qui est très différent. En National 2, c'est toujours, on joue au basket, c'est très sérieux et tout ça, mais on s'entraîne 3 ou 4 fois par semaine et il y a un match. À ce niveau-là, en National 1, on doit s'entraîner 2 fois par jour. Donc, c'est 2 fois par jour, donc on est presque sur un rythme professionnel. Voilà. 2 entraînements par jour, tous les jours? Les filles s'entraînent 4 fois le soir. Et là, nous sommes en train de voir avec la ville qui va nous attribuer un autre créneau pour que les filles puissent s'entraîner dans la journée aussi, au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc oui, c'est vraiment un autre monde sportif en fait. Alors, en plus des filles qui portent fièrement les couleurs du club, il y a d'autres équipes. Hein. Le club, l'ABC, il y a énormément d'équipes. Ah oui, nous avons 350 licenciés aujourd'hui. C'est un club qui est assez grand pour le département, très ancien aussi, puisque plus de 80 ans d'existence. Et nous avons en compétition 16 catégories. Donc oui, il y a tout ce monde-là. Et puis en plus, la montée en National 1, ça fait un engouement. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Et ben en tout cas, ce sont des bonnes choses. J'essaierai de venir dans la saison, venir faire un match, ça sera avec grand plaisir. Merci en tout cas pour votre venue sur ce plateau. On est très heureux de faire un focus sur votre club, vous le méritez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie. Quant à nous, on va prendre la direction de Semnos Vieux-J. Je suis en direct Skype avec Madame Patricia Vincent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. La présidente, donc Madame la présidente de l'US Semnos Vieux-J. Alors, grosse semaine en perspective pour vous, puisque pour votre club qui évolue en Division 1 départementale de district, puisque vous recevez le FC Annecy ce dimanche pour le 4e tour de la Coupe de France. C'est ça, c'est une belle semaine, c'est un beau match en perspective. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est génial. Qu'est-ce que ça représente, un match aussi important pour un club comme le vôtre, qui accueille le club phare du département, qui évolue en National 2, la 4e division? C'est un beau derby. C'est un beau derby. En plus, maintenant, c'est la même commune. Donc, voilà, c'est un super événement. C'est quelque chose... Alors, franchement, on aurait préféré les prendre un peu plus tard dans la histoire d'aller un peu plus loin. Mais bon, on n'a pas eu le choix. Le tirage a fait que ce soit Annecy tout de suite. Voilà. Alors, j'imagine que depuis le tirage au sort, vous avez beaucoup de nouveaux amis, non? Pour avoir des places? On a beaucoup de demandes sur comment ça va se passer, où est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va bien jouer sur l'herbe, est-ce que ça va bien jouer à Vieux-J, parce que tu comprends, c'est une nationale, oui, on a beaucoup de questions, mais oui, on jouera à Vieux-J, oui, on jouera sur l'herbe, et oui, on est capable de recevoir un tel événement. Donc le match est prévu donc ce dimanche, 29 septembre, 14h30, sur le terrain d'honneur. Dimanche 30 septembre. 30 septembre, pardon. Sur le terrain d'honneur, 14h30. Oui. Sportivement, ça s'annonce compliqué, mais j'imagine que vous avez totale confiance en vos joueurs pour donner une belle image du club. Oui, ça s'annonce compliqué parce qu'on n'a pas du tout le même niveau. Le niveau de jeu est complètement différent. On ne joue pas du tout dans la même cour. Mais pour les joueurs, c'est juste un moment spécial, c'est un moment magique et ils ont tous envie de participer. Et puis il y a la magie de la Coupe de France qui pourrait opérer. Donc voilà, donc pour Vieux-J, ça sera un grand moment. Les joueurs, je pense, vont se battre pour gagner leur place. Le coach a des choix à faire. Mais voilà,
a tous maintenant, il a fallu calmer les esprits parce qu'on avait encore une journée de championnat. Mais là, par contre, la discussion ne tourne plus qu'autour de ce match. Merci beaucoup, Présidente. On rappelle le rendez-vous dimanche 30, 14h30 sur le terrain d'honneur de l'US Mnos Vieux-J. J'y serai, donc bon courage pour cette rencontre. Merci beaucoup. Merci. Allez, j'accueille à présent Victoria qui est de retour pour le rappel des titres. Alors Victoria, on va parler de la sécheresse qui cause bien du souci en Haute-Savoie, notamment aux agriculteurs. Oui, tout à fait. Emmanuel Jaude est allé recueillir leurs témoignages. On verra son reportage sur cet épisode de sécheresse qui bat des records en Haute-Savoie. Et puis le canton de Genève se lance un défi 5 ans pour révolutionner la mobilité. Voilà, c'est le Conseil d'État qui présentait ce matin son plan pour la mobilité. Jean-Paul Crespi nous en dira plus dans le journal. Merci beaucoup Victoria. On se retrouve dans quelques minutes après cette page de pub pour le journal de la rédaction. A tout de suite.